Il m'a été demandé de partager ce soir avec les collègues, les amis, la thématique sur les notions de compétences et d'expertise. Et je remercie l'organisation, je remercie mon ami Adamas et tous ses collaborateurs. Et je crois que c'est une occasion qui nous permet d'apporter notre touche d'expertise, si je puis m'exprimer ainsi, pour le développement de l'employabilité dans notre pays, dans notre continent. C'est une belle collaboration qui se met en place et j'en remercie tout le monde. Alors, mon propos va être déployé en trois ou quatre points maximum. Je voudrais d'abord, en premier lieu, situer la thématique dans son contexte général, puis aborder quelques contextes spécifiques avant d'aller sur les éléments techniques, les concepts et les éléments techniques pour tirer une conclusion avec un exemple concret. Donc, voilà un peu la typologie ou bien le format que je donne à cette intervention. Donc, sans tarder, je voudrais situer les notions de compétences et d'expertise dans leur contexte général. Alors, je sais que c'est plus ou moins un rappel parce que le contexte général, c'est le contexte de l'emploi, du travail, de l'employabilité et plus précisément, plus précisément, l'approche de l'emploi à travers les métiers et les compétences. Donc, l'approche de l'emploi ne s'est pas toujours faite à travers les métiers et les compétences. C'est une évolution. Donc, de plus en plus, à partir d'une cinquantaine d'années déjà, l'emploi est approché par deux thématiques fondamentales, les métiers et les compétences. Donc, aujourd'hui, nous abordons les compétences. De manière spécifique, les compétences s'invitent souvent dans, dans les domaines de la corrélation emploi et compétences, dans les domaines de l'analyse, de l'analyse de poste. Vous savez que pour la description des postes dans une organisation ou bien dans un domaine donné, il y a un travail de fond qui se fait pour pouvoir analyser les postes. Donc, dans cette procédure d'analyse de postes, les compétences sont un élément, constituent un élément essentiel. Et ces éléments essentiels euh, qui ont servi à l'analyse de poste vont servir à travers l'analyse de poste aux recruteurs. Donc, ça va servir dans le recrutement. Les compétences vont servir dans le recrutement. Vous voyez bien que quand les recruteurs annoncent des postes ou bien font la publication de postes, il y a toujours la description des compétences. Alors, cette description des compétences vient généralement, est déduite généralement de l'analyse du poste. Voilà. Donc, c'est un contexte spécifique, la description des postes, l'analyse de postes. Un autre contexte spécifique, c'est l'évolution des métiers. L'évolution, les métiers évoluant, certains laissant leur place à d'autres, certains évoluant dans la manière, dans les procédures, dans les outils. Les compétences sont abordées de manière assez pratique. L'organisation et la réorganisation du travail est basée aussi, entre autres, sur la connaissance des compétences liées à un poste donné ou à un métier donné. Pour la mobilité professionnelle est la manière dont les employés ou bien les collaborateurs peuvent bouger, peuvent se déplacer à l'interne ou à l'externe d'un travail ou dans une entreprise. C'est la mobilité professionnelle.
Donc, quand on est dans le domaine de la mobilité, quand on travaille sur la mobilité professionnelle, quand on travaille sur le recrutement, quand on travaille sur la formation, les compétences constituent un levier essentiel. Voilà. Donc, ça, je viens de situer la notion compétence dans son contexte général qui est l'employabilité, le développement de l'emploi et dans quelques-uns de ces contextes spécifiques. Et le point de vigilance pour moi à ce niveau, c'est la nécessité pour les acteurs du monde de l'emploi d'avoir un langage commun, c'est-à-dire d'avoir une manière plus ou moins convergente de comprendre les compétences ou bien d'utiliser les compétences. C'est pour cela que généralement, nous découvrons dans nos recherches les dictionnaires de compétences ou bien les référentiels de compétences. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, nous, on parle de référentiel de compétences dans plusieurs domaines. Dans le domaine du coaching, par exemple, où le référentiel de compétences est en train de travailler, est en train d'être travaillé dans notre continent. Euh, donc, voilà un peu le cadre général et quelques points spécifiques de la notion de compétence. Bon, maintenant, très rapidement, je voudrais aborder la définition conceptuelle. Euh, Sur plusieurs définitions, le résumé conceptuel que je peux faire est qu'on peut entendre, comprendre les compétences comme des capacités acquises, comme des capacités acquises. Alors, de manière générale, on peut s'arrêter là-bas, ensemble de capacités acquises. Mais il faut bien continuer parce que il y a des capacités acquises qui ne, qui ne sont pas théoriquement prises en compte dans les compétences. Donc, il y a les capacités acquises par l'expérience, la formation, l'apprentissage et l'auto-apprentissage. L'apprentissage classique et l'auto-apprentissage. Donc, quatre éléments par lesquels on peut acquérir des capacités et qui sont prises en compte par les compétences. Donc, les compétences, ce sont des capacités acquises. Mais ces capacités acquises, on peut dire que ce sont des capacités qui sont acquises par l'expérience, par la formation, par l'apprentissage classique et par l'auto-apprentissage. Ces compétences permettent à une personne d'accomplir efficacement une tâche ou d'exercer une activité. Donc, ça, je fais vraiment très bref. La définition est très succincte, la définition des compétences, pour ne pas rentrer dans des théories, bon, je ne veux pas dire inutiles, mais qui peuvent nous égarer de l'essentiel. Donc, ça, c'est une première approche. J'introduis une deuxième approche qui fait baser la compétence ou les compétences sur trois éléments clés: le savoir-faire, le savoir-être et puis les connaissances. Je crois que c'est ce que beaucoup de personnes connaissent le plus, et c'est cette conception de la compétence qui est familière à beaucoup de personnes. Savoir-faire plus savoir-être plus connaissance. On peut dire que c'est la formule de la compétence, quoi. Et je voudrais insister sur le fait qu'au niveau de chacun de ces savoirs, si on veut aller en profondeur, on peut évoquer au niveau de chaque savoir le savoir dans sa dimension conceptuelle, dans sa dimension relationnelle et dans sa dimension contextuelle. Donc, le savoir au niveau du concept, le savoir au niveau du relationnel, le savoir au niveau du contexte. Donc, voilà un peu quelques éléments conceptuels. Ah. Bon, maintenant, les compétences, quels sont les types de compétences que nous sommes amenés à rencontrer? Il y en a plusieurs. J'ai sélectionné quelques-unes que je vais euh, approfondir un peu, un tout petit peu. J'ai énuméré
un, deux, trois, quatre, cinq compétences clés que nous rencontrons généralement. La première compétence, ce sont les compétences techniques. Je dis les compétences techniques. Je sais que beaucoup de personnes savent ce que c'est que les compétences techniques. Ce sont tous ces savoir-faire qui sont liés à la technique. Comme le nom le dit, on ne va pas passer par quatre chemins qui sont liés à la technique, au processus technique, aux procédures techniques dans les domaines comme la mécanique, l'électricité, l'informatique, ainsi de suite. Euh, voilà, des domaines où la technique s'invite généralement. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls domaines dans lesquels on peut trouver les compétences techniques, mais c'est les domaines où on peut les retrouver. Est-ce que je suis toujours suivi? Oui, oui. Oui, nous Ici, sommes ça va. Très clair. Très bien. Donc, les compétences techniques, ce sont des compétences spécifiques qui sont liées à un domaine donné ou à une profession particulière. Donc, elles impliquent généralement la maîtrise d'outils, la maîtrise de procédures et la maîtrise de logiciels. Deuxième domaine de compétences, deuxième compétence ou bien famille de compétences qu'on peut rencontrer, c'est les compétences interpersonnelles. Donc, les compétences interpersonnelles appellent souvent la réactivité, euh, oui, l'interaction entre les individus, soit souvent, comme nous sommes dans le domaine professionnel, souvent dans le monde professionnel, l'interaction. Donc, ça veut dire qu'il y a des savoir-faire liés à la gestion de l'interaction qu'il faut maîtriser. Cela comprend généralement, si on veut aller un peu plus dans la spécificité, la communication efficace, la collaboration, la résolution de conflits, par exemple, l'empathie, le leadership. C'est pour ça que quand nous faisons par exemple, des formations sur la gestion de conflits. De plus en plus, on en fait dans les entreprises parce qu'on se rend compte que c'est une compétence que prévenir et gérer un conflit ou résoudre un conflit n'est pas du ressort de n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on est manager, on est DG que forcément on sait comment on résout un conflit. Ça relève de compétences qu'il faut acquérir. Donc, deuxième famille de compétences qu'on peut rencontrer, les compétences interpersonnelles. On peut rencontrer aussi les compétences cognitives. Bon, il y a certains de mes collègues qui disent souvent que c'est évident. Tout le monde a forcément des compétences cognitives. Oui, je suis d'accord. Sauf que ça s'acquiert par l'un des éléments, des quatre éléments qu'on a vus, l'apprentissage, la formation, l'auto-apprentissage. Mais les compétences cognitives peuvent être aussi innées. Alors, toutes ces compétences aussi ont aussi une part d'inné pour certaines personnes et certains sont naturellement dotés de ces compétences-là sans que ce ne soit passé par les apprentissages. En ce moment-là, on ne parlerait plus de compétences, on parlerait peut-être de talent ou bien de dons, ainsi de suite. Donc, ce sont des compétences liées à la réflexion, la résolution de problèmes, la prise de décision. Donc, les compétences cognitives sont liées à la réflexion. La cognition, c'est tout ce qui est lié à la réflexion, à la résolution de problèmes, à la créativité, à la pensée critique, et à la prise d'initiative, à la capacité d'analyse. Vous voyez que tous ces éléments-là relèvent un peu de la cognition, relèvent du fonctionnement cérébral d'une certaine manière, de manière très appropriée. C'est les compétences cognitives. Les compétences organisationnelles, quatrième famille de compétences que nous pouvons rencontrer, ce sont généralement les capacités de gestion, les capacités à gérer le temps, à gérer les ressources de manière efficace. Cela inclut, par exemple, la planification, l'organisation, la gestion du temps.
Quand on parle de la gestion du temps, beaucoup de personnes croient qu'ils en ont la maîtrise, mais quand tu leur demandes, bon, est-ce que quand tu prends tes heures de travail programmées avec les activités, tu arrives à faire dans le temps prévu tes activités? Beaucoup de managers, beaucoup d'acteurs, beaucoup de collaborateurs ne sont pas souvent au point. Quand tu leur demandes, est-ce que tu sais ce qui constitue ton problème, généralement, ils ne savent pas. Ils disent des choses générales. Il y a trop de travail, il y a la fatigue, il y a le stress. Mais quand tu leur parles de chronophage, comment tu gères tes chronophages? Est-ce que tu as identifié tes chronophages? C'est-à-dire en situation professionnelle, qu'est-ce qui te bouffe plus du temps? Non, ils ne savent pas. Donc, la gestion du temps, c'est une compétence organisationnelle. Euh, la gestion du stress, c'est une compétence organisationnelle. Donc, il y a cette famille de compétences-là qu'il faut aussi apprendre, qu'il faut acquérir. Alors, il y en a beaucoup, ben, je ne vais pas tout citer, je vais aborder par exemple les compétences linguistiques, la capacité à communiquer efficacement dans une ou plusieurs langues. Vous savez bien que ce n'est pas du domaine de tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité à communiquer dans plusieurs langues. Moi, même si on me demande de communiquer, de, de faire cette intervention que je suis en train de faire, de la faire dans ma langue maternelle, j'avoue que je, je ne pourrais pas aller au bout. Je vais commencer à balbutier, mais je ne pourrais pas aller au bout de manière efficace. Ça veut dire que j'ai un déficit en termes de communication dans certaines langues. Je dis ma langue maternelle parce que c'est le plus clair. En anglais, je vais me débrouiller. Donc, il y a une compétence que je n'ai pas, une compétence linguistique que je n'ai pas, parce que je ne me suis pas formé à acquérir cette compétence linguistique-là. Ah. Donc, voilà quelques familles de compétences que je peux citer. Et toutes ces compétences peuvent être développées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce sont des compétences qui peuvent être développées, améliorées tout au long de la vie d'une personne. Et grâce, vous le savez, à l'éducation, à la formation, à l'expérience pratique. Donc, voilà un peu les familles, le contenu, les familles des compétences que nous pourrions rencontrer dans notre environnement professionnel. Alors, je voudrais aborder à la suite de cela la notion d'expertise, parce que la thématique, c'est notion de compétence et notion d'expertise. Les compétences étant un peu plus euh, maîtrisées, enfin maîtrisées, euh, je vais parler de la notion d'expertise. Alors, l'expertise, de manière générale, se réfère à un haut niveau de compétences. Donc, on vient de parler des compétences et il y a des niveaux de compétences. Donc, quand on est à un haut niveau de compétences, c'est en ce moment qu'on parle d'expertise. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est expert en quelque chose, ça voudrait dire que la personne a un haut niveau de compétence dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qui caractérise l'expertise? Il y a 7 points fondamentaux qui caractérisent l'expertise. Le premier point, c'est la connaissance approfondie. La connaissance approfondie d'un domaine donné. C'est-à-dire, c'est la compréhension au-delà des bases. C'est la compréhension des éléments de ce domaine-là au-delà des connaissances fondamentales ou bien des connaissances basiques. C'est la connaissance, un des éléments qui caractérise l'expertise, c'est la connaissance approfondie. Deuxième élément, ce sont les expériences pratiques. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas se dire expert s'il n'a pas cumulé d'expériences pratiques tout au long des années, tout au long. C'est l'accumulation d'expériences pratiques qui qui concerne de l'expertise. Il n'y a pas une école d'expertise en dehors des écoles classiques comme l'expertise comptable ou bien l'expertise
logistique. Il y a des domaines clés où on trouve des diplômes d'information en expertise. Bon, le seul que je connais auquel je suis le plus familier, c'est l'expertise comptable. Je sais qu'il y a sûrement d'autres choses. Mais en dehors de ça, il n'y a pas une école générale où on va pour devenir expert, où on peut s'appeler expert. C'est l'accumulation des compétences, des expériences pratiques qui concèdent ce titre-là. Donc, cela inclut la maîtrise des concepts avancés. La maîtrise des concepts avancés, parce que nous avons dans nos formations effleuré des concepts. Dans notre pratique professionnelle, nous avons peut-être approfondi certains concepts. Nous avons peut-être, je dis peut-être parce que je le prends avec des bémols, nous avons peut-être maîtrisé des concepts. Mais est-ce que ce sont des concepts avancés, c'est-à-dire des concepts de dernier degré de la recherche? L'expert, c'est celui qui maîtrise les concepts avancés dans un domaine donné, en dehors des expériences pratiques, de la connaissance approfondie. L'expert, c'est aussi quelqu'un qui a les capacités d'analyse. Et c'est les connaissances approfondies, les expériences pratiques qui concèdent aussi les capacités, la capacité d'analyse. Et tous les autres éléments vont être liés à ces trois premiers, la connaissance approfondie, l'expérience pratique, les capacités d'analyse. Donc, l'expert, c'est quelqu'un qui a aussi de la créativité, qui peut innover, qui peut créer de nouvelles choses, qui ne fait pas du copier-coller. L'expert a une reconnaissance et une réputation dans son domaine. Et il a aussi surtout des capacités à communiquer sa science à d'autres personnes. Parce que certains ont de l'expertise, mais pour communiquer, pour enseigner, bon, ça devient un problème. Bon, ça fait un handicap dans l'expertise parce que l'expert, théoriquement et de manière pratique, a la capacité, doit avoir la capacité de communiquer sa science. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments qui caractérisent l'expertise. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas parler d'expertise sans parler de compétences, mais on peut parler de compétences sans parler d'expertise parce que c'est les compétences qui conduisent à l'expertise. Donc, n'est expert que quelqu'un qui a déjà des compétences et la compétence, c'est l'accumulation, c'est la combinaison de plusieurs savoirs, entre autres savoir-faire, savoir-être et puis des connaissances. Alors, quand on prend par exemple, j'aimerais donner l'exemple d'une compétence simple que nous tous, nous avons peut-être expérimenté, sûrement expérimenté ici pour aller vers la fin et laisser le temps aux réactions et aux questions-réponses. C'est la planification, la compétence de planifier. Alors, quand on prend cette compétence-là, planifier, cette compétence, le savoir-faire qui est lié à cette compétence peut être formulé de cette manière. Organiser dans le temps une succession d'opérations relevant d'un projet, d'une mission ou d'une activité. Donc, quand je dis que j'ai la compétence de planifier, le savoir-faire qui est lié à cette compétence-là, c'est l'organisation dans le temps d'une succession d'opérations relevant d'une mission, d'un projet ou d'une activité. Alors, le savoir-être qui est lié à cette compétence, par exemple, ou bien les savoir-être qui sont liés à cette compétence, c'est l'écoute, ça relève de l'attitude, le savoir-être relève de l'attitude et non du faire, mais de l'être. Donc, il y a l'écoute, la rigueur, l'ouverture, la souplesse, par exemple, l'anticipation, l'évaluation. Ça, c'est les savoir-être qui sont liés au savoir-faire d'organisation dans le temps d'une succession d'opérations. Tout ça là lié à la compétence planifiée ou bien à la planification.
Alors, cela implique des actions concrètes. Donc, il y a le savoir-faire général qui est organisé dans un temps donné, une succession d'opérations. Mais organiser dans un temps donné une succession d'opérations va appeler des actions très concrètes, par exemple, gérer des calendriers, par exemple, élaborer un programme de travail, par exemple, inscrire des activités dans un calendrier, par exemple, ajuster le déploiement des activités dans un calendrier. Ça, ce sont des savoir-faire beaucoup plus techniques, beaucoup plus opérationnels que le simple fait d'organiser une succession d'opérations. Un instant, je vais prendre une bouchée d'eau. Ah. Donc, quand je prends planifier, pour capituler, le savoir-faire, c'est organisé dans le temps une succession d'opérations. Les opérations pratiques, c'est gérer un calendrier, par exemple, inscrire des activités, et le savoir-faire qui est lié, c'est l'écoute, la rigueur, le suivi, l'ouverture, la souplesse, par exemple. Donc, pour être dans la pratique de ce que nous sommes en train de dire. Donc, l'expertise est de manière générale le résultat d'une combinaison de plusieurs compétences, que nous venons de citer. Donc, vous voyez que généralement, beaucoup de personnes utilisent le mot expert, peut-être par abus de langage, c'est le moins qu'on puisse dire, par abus de langage. Alors, je voudrais, pour conclure, proposer des exemples par rapport à la connaissance, puisque selon une des définitions conceptuelles de la compétence que nous avons évoquée, nous avons parlé de trois éléments: savoir-faire, savoir-être et puis les connaissances. On peut se poser la question, quelle est la différence entre les connaissances et les savoir-faire? Il y a une nuance. Alors, si je prends par exemple mon domaine premier qui est la psychologie du travail et la gestion des ressources humaines, les connaissances, par exemple, ce sont des informations générales. C'est sur la base des connaissances qu'on peut organiser le savoir-faire. C'est les connaissances cumulées, mises ensemble, agencées, qui donnent un savoir-faire. Par exemple, je veux faire du recrutement, c'est une compétence. Recruter est une compétence. Mais pour recruter, il faut des connaissances. Il faut par exemple des connaissances du, du poste. Il faut connaître le poste à travers l'analyse, les éléments de l'analyse du poste. Les éléments, la connaissance du poste, c'est une connaissance, c'est une information que tout le monde peut avoir. Maintenant, comment organiser cette information pour recruter, c'est une compétence. Donc, c'est pour revenir un peu à la définition de la compétence qui inclut aussi les connaissances. Donc, généralement, dans nos formations universitaires, pour la plupart, nous avons des connaissances, on nous donne des connaissances. Ce sont les stages, la pratique, les expériences qui font que nous pouvons arriver au savoir-faire, ajouter au savoir-être pour avoir la compétence. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens disent, mais le diplôme ne suffit pas, il est important, mais ça ne suffit pas parce que le diplôme nous donne généralement, surtout dans nos contextes franco-français, des connaissances. Maintenant, comment est-ce que nous organisons les connaissances? Donc, dans mon domaine des ressources humaines, quelques connaissances, par exemple, c'est le marché de l'emploi ou le marché du travail. On peut avoir des informations, maîtriser des informations sur le marché du travail. On peut intégrer des informations sur les dispositifs d'accompagnement de la mobilité. On peut intégrer des informations sur la gestion des effectifs. On peut intégrer des informations sur les règles de gestion RH. On peut intégrer des informations sur le code du travail, sur la convention collective. Bon.
Donc, ce sont des connaissances et ces connaissances-là sont liées à un domaine donné et vont conduire, si on maîtrise un ensemble de connaissances, vont conduire à un savoir-faire. Et si au savoir-faire, on ajoute des savoir-être, on a de la compétence. Et quand cette compétence-là, on l'a pratiquée suffisamment, on a fait suffisamment d'expérience par rapport à cette compétence, on devient expert. Donc, voilà un peu le cheminement. Parce que ça trace en même temps un cheminement, un parcours pour devenir expert. Donc, ça part des connaissances, des attitudes, des savoir-être pour arriver au savoir-faire et pour déboucher sur une compétence qui, maîtrisée, développée, déployée, va conduire à l'expertise. Voilà un peu, chers amis, de manière un peu succincte, en, bon, j'ai fait pratiquement 30 minutes hein, quand même, de parole sur les notions de compétences et les notions d'expertise. Je crois que nous pourrions maintenant rentrer dans les apports, parce que les apports sont importants, sur les besoins de clarification ou bien d'élucidation, et puis sur les questions si vous ne trouvez pas d'inconvénients. Je vous remercie. Alors, je retourne la parole au Merci beaucoup, modérateur beaucoup. pour dérouler cette deuxième partie de la communication. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, nous voudrions vous remercier pour ce riche contenu qui est distribué à l'endroit donc de nous qui sommes ici et ceux qui vont suivre aussi l'enregistrement après. En tout cas, moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Et puis, merci à Sylvain qui est en train de synthétiser rapidement quelques donc, des éléments de votre contenu qu'il met dans le chat box. Donc, ça va nous servir à aider ceux qui ne sont pas en ligne actuellement. Alors, laisse la place à ceux qui voudraient poser une question. Voilà, parmi les participants, ceux qui voudraient poser une question, vous pouvez poser vos questions à travers le message, voilà, ou prendre la parole carrément et exprimer donc vos préoccupations à l'endroit donc de l'expert. Merci à vous de réagir, s'il vous plaît. Je crois que notre ami, il y a un de nos amis qui a envoyé voilà, une question dans le chat box là. Une Alors, Donc, il y a question. quelqu'un qui demande si... oui, oui, allez-y, allez-y. Bon, oui, ok. je n'ai pas très, la question est vite passée. Je n'ai pas eu le temps de lire la question. Bon, il souhaiterait savoir si l'expertise est-elle liée uniquement à l'expérience ou au diplôme élevé. Non, Et l'expertise, elle n'est pas, bon, par rapport au diplôme élevé, non. L'expertise n'est pas forcément liée au diplôme élevé. L'expertise est liée à la compétence, à l'expérience, à la pratique de l'expérience, à la reconnaissance, j'allais dire, à la notoriété qu'on a dans un domaine parce qu'on est reconnu par les pairs à cause de la pratique, à cause de l'expérience pratique, à cause de la créativité, de l'innovation qu'on a dans un domaine donné. On peut avoir un diplôme élevé, ça ne fait pas de nous un expert. Tant que nous n'avons pas approfondi des connaissances, tant que nous n'avons pas euh, fait suffisamment d'expérience avérée, approuvée dans le domaine, tant que nous ne sommes pas reconnus par nos pairs, nous sommes, oh, l'expertise peut être déficitaire, mais surtout pas ne pas voir l'expertise comme liée à un diplôme élevé. On peut être agrégé, ne pas être expert, selon moi. Parce que c'est un domaine de recherche. On peut juste faire un domaine de recherche, faire des recherches ou bien, mais l'expertise est liée à la pratique, à l'expérience d'un domaine donné, dans un domaine donné. Ah.
À moins que, bon, vous connaissez d'autres domaines qui sont liés à l'expertise, vous pouvez nous indiquer. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci, monsieur Semanou. Pour la synthèse, je veux dire. D'accord, Il y a un merci. coach qui demande la parole. Oui, il y a quelqu'un qui demande la parole. Alors, notre ami a la parole, la personne qui a levé la main. Ah, je crois Ok. qu'il y a... Ah voilà, vous avez la parole. Allez-y, il y a un autre questionnaire là. Merci beaucoup. Merci au formateur pour cette communication très riche et que le Seigneur vous bénisse. Vous avez Améo Beignon Azanledji qui veut poser une question. Juste, il y a un élément qui m'avait échappé au niveau des 3 éléments énoncés sur oui, les 3 éléments qui composent l'expertise. Vous avez dit connaissance approfondie, expérience pratique. Le 3e élément m'a échappé. Vous prenez note. Merci. OK, merci beaucoup. J'ai parlé de connaissances approfondies, expérience pratique, capacité d'analyse, créativité et innovation, réputation et reconnaissance. OK, merci beaucoup. Alors, il y a M. René Aboudjan qui a laissé un message, une question plutôt dans le chat box. Quelqu'un s'appelle expert en respectant les conditions citées ou, excusez-moi, c'est parti. Quelqu'un s'appelle expert en respectant les conditions citées où il faut l'approbation des supérieurs. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Si je comprends bien, est-ce qu'une personne devient expert juste en respectant ces conditions que nous avons évoquées, ou bien il faut le label de quelqu'un pour lui dire que tu es expert? Je crois que c'est ça la question. Peut-être. Je crois. Oui. Bon, vous savez, jusqu'aujourd'hui, l'expertise n'est pas concédée par une institution ou une organisation. Ce n'est pas l'expertise qui est concédée, mais des reconnaissances peuvent être concédées par des institutions et des organisations dans un domaine donné. Et ces reconnaissances-là peuvent concéder l'expertise de fait ou de droit. Exemple, le prix Nobel de la paix. Quelqu'un qui a reçu un prix Nobel parce qu'il a démontré une expertise ou dans un domaine donné et qui finalement reçoit une certification ou bien une récompense d'une organisation internationale ou bon, le plus haut, le prix Nobel de la paix, parce que ces recherches, ces expériences ont conduit l'humanité à évoluer. Celui-là, ce n'est pas qu'on lui a reconnu l'expertise, on ne lui a pas délivré un diplôme d'expertise, mais la reconnaissance lui fait devenir expert dans le domaine qu'il a exploré. Donc, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'institution pour délivrer pour le moment l'expertise, mais il y a une reconnaissance qui te donne droit d'évoquer ce titre d'expert. C'est une reconnaissance de fait. Dans le domaine, par exemple, universitaire, à un moment donné, il y a certains professeurs qu'on nomme des professeurs de chaire. C'est-à-dire, les professeurs de chaire, sont ces genres de professeurs, on dit, quand il dit quelque chose avant de l'attaquer, il faut faire des recherches. Il faut être aussi à un degré, au même degré, sinon à un degré supérieur pour attaquer ce qu'un professeur de chaire dit. Ça voudrait dire qu'on lui concède indirectement l'expertise, mais on n'a pas dit que quand on est devenu professeur de chaire, on est expert non plus. Vous voyez, il y a une nuance. On te reconnaît des choses qui te donnent le droit de te prévaloir comme expert. Mais
ce n'est pas une attribution de diplôme d'expertise. Je ne sais pas si j'ai répondu à la personne. Par contre, il y a des agences de validation d'expérience et d'acquis. Ces agences-là, on les appelle les agences VAE ou bien, oui, ces agences, bon, il n'en existe pas encore au Togo. Je sais que le projet est en cours. Je travaille sur un projet comme ça. Mais dans d'autres pays, dans les pays occidentaux, il y a beaucoup d'agences de validation d'expérience. C'est-à-dire, vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'avez pas reçu un diplôme dans un domaine donné. Mais vous avez fait tellement de recherches d'expérience dans le domaine que vous avez des expériences avérées. Vous avez des acquis, vous avez accumulé des acquis. Donc, les agences-là vont évaluer vos acquis dans le domaine et vont vous délivrer un correspondant de diplôme dans le domaine. C'est ce qu'on appelle les validations d'expérience, d'acquis et d'expérience, les VAE. Donc ça, c'est lié aux compétences. C'est pour vous reconnaître une compétence dans un domaine donné alors que vous n'avez pas le diplôme classique, mais vous avez la compétence. Vous avez le savoir-faire, vous avez le savoir-être, vous avez les connaissances. Donc, les centres de validation d'acquis vont vous délivrer un papier attestant vos compétences. Voilà. Est-ce que notre ami est satisfait? Alors, s'il est là, je crois que ce sera l'occasion pour lui de pouvoir prendre la parole pour nous exprimer s'il est. Cher ami, si tu es avec nous. Oui, c'était M. René. Je crois qu'il demande la parole, modérateur. Monsieur René, vous avez la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur René. Ah, oui, je suis satisfait par rapport à la réponse. C'était vraiment ma question. Est-ce que l'expertise, ça s'acquiert pas de pair ou dans nos contextes un peu africains, excusez-moi de le dire, où euh, cela n'est pas fait d'une manière technique et professionnelle. Nous savons qu'il n'y a pas d'institution pour le faire. Bon, par rapport au contexte que vous avez cité ou bien par rapport aux critères que vous avez cités, est-ce que beaucoup de nos pairs, beaucoup de nos supérieurs connaissent ces critères d'évaluation de l'expert? Ou bien on entend des gens dire que je suis expert parce que il est chef service, il est chef de département. Donc, comme vous l'avez expliqué, vraiment, je suis satisfait. Maintenant, mon inquiétude, et je ne sais pas si c'est une question, mais je pense que vous l'avez souligné un peu. Et comment cela se ferait dans nos contextes où, lorsqu'on énumère ou bien lorsqu'on indexe, lorsque quelqu'un se dit expert, que cela soit de vrai? Ou je peux dire, par exemple, moi, dans mon domaine, je suis expert et quand on m'évalue, et ceux qui m'évaluent, est-ce qu'ils ont la compétence, l'approbation? Est-ce qu'ils ont les capacités à le faire ou bien ils le font par émotion ou quelque chose que j'ai donné pour savoir exactement que je suis arrivé à cette classe d'expertise? Donc, c'est mon inquiétude. Sinon, je suis satisfait de la réponse quand même. OK, merci beaucoup, monsieur René. Je crois que votre préoccupation relève d'un cas de recherche pour nous tous. C'est ça. Je crois bien. Oui. Oui. Oui, c'est vrai, l'exemple que vous avez donné, on voit des gens qui sont juste des responsables qui se disent experts. Vous voyez, quand on répond aux appels d'offres, par exemple, comme consultant, on nous demande des, comment nous les appelons déjà, des attestations de bonne fin d'exécution. Ça, c'est déjà en tant que consultant. On nous demande des attestations de bonne fin. C'est-à-dire, on veut voir combien de pratiques tu as réalisées dans ce domaine-là.
Si c'est le domaine de la logistique, combien de projets logistiques techniquement tu as réalisé et on t'a délivré une attestation pour dire que tu as bien réalisé ce travail. Peut-être qu'un référentiel serait, mais si tu cumules une quinzaine d'attestations de bonne fête dans un domaine donné, on pourrait t'attribuer un titre de consultant expert, par exemple. Mais aucune organisation n'a fait encore ce travail jusque-là. Et c'est un travail qui doit se faire domaine par domaine, qui ne doit pas être général. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, bon, peut-être on n'a pas toutes les informations non plus, hein, mais à mon degré d'information aujourd'hui dans la sous-région, je ne crois pas qu'il y a une organisation, bon, je ne vais pas dire la sous-région, au Togo, qui a fait ce travail-là. Donc, on va faire la recherche. On va faire la recherche. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Je crois que la réponse du formateur répond en partie à la question de M. Sungalo, qui aimerait bien savoir s'il existe une agence qui permet d'agréger les gens au Togo comme au Burkina. Donc, ça répond déjà à la question du Togo, mais je ne sais pas si le formateur voudrait ajouter quelque chose Oui, par c'est rapport. ça. Justement, ça répond à la question. Là, pour le Togo, maintenant pour le Burkina, est-ce que vous avez une idée? Je n'ai pas une idée par rapport au Burkina, mais je sais qu'ils sont beaucoup avancés par rapport. Le Sénégal, le Burkina sont plus avancés par rapport à ce genre de recherche-là. D'accord. Il y a Sido qui dit, le leader Sido qui dit merci aux organisateurs, aux formateurs pour la richesse de la présentation. Pour la présentation, je voudrais savoir s'il y a aussi des critères de compétences qui caractérisent comme exécutant, transmetteur de messages, etc. S'il y a des critères de compétences qui caractérisent Des personnes comme étant exécutants, transmetteurs de messages. exécutants, transmetteurs de messages. J'essaie de comprendre, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris la deuxième partie, exécutant, transmetteur de compétences. Vous savez, bon, ce que j'ai envie d'apporter, c'est que euh, nous sommes dans un domaine au Togo, généralement, où les compétences ne sont pas modélisées. Sous d'autres cieux, les compétences sont modélisées avec des codes. Chaque compétence type a un code donné. Par exemple, quand nous faisons l'orientation, moi, j'utilise un outil en orientation professionnelle qui s'appelle REASEC. Alors, cet outil-là, c'est un test. Si vous faites ce test-là, ça sort un code. Vous pouvez sortir, par exemple, SAE. C'est un code RIASEC. Ce code-là, non, c'est RI, RIASEC. Alors, ce code-là, si vous êtes SAE, les métiers ou bien, oui, les métiers que vous pouvez exercer en tant que SAE sont déjà modélisés, c'est-à-dire on les connaît. Donc, au Canada, par exemple, si vous postulez, vous arrivez à un entretien, on vous demande quel est votre code RIASEC. Est-ce que votre code RIASEC est déjà en conformité avec le poste auquel vous postulez? Et il y a d'autres codes, il n'y a pas que le seul, il y a d'autres codes. C'est-à-dire, les gens ont modélisé les compétences. Vous voulez être balayeur de rue, ça doit correspondre à un code en termes de compétences, de maîtrise d'une compétence. Vous voulez être enseignant au cours primaire, ça correspond à un code. Vous voulez être consultant en entreprise, ça correspond à un code. Et si on vous fait le test que vous n'avez pas le code, vous devez justifier d'autres choses pour qu'on puisse vous recruter. Donc, bon, chez nous au Togo, nous n'avons pas encore, nous ne fonctionnons pas en suivant ces genres de modélisation. Les recrutements se font sur l'appréciation de ce que vous savez, des expériences que vous arrivez à défendre de vos CV. Mais on ne voit pas plus au-delà de ça. Bon. Donc, ça fait que quand on pose la question, est-ce qu'il y a des critères qui rendent quelqu'un susceptible d'opérer en tant que
Il y en a sous d'autres cieux, mais chez nous, il n'y en a pas. Si on veut, on a essayé, j'ai des collègues qui ont fait des doctorats, qui ont essayé d'adapter des codes canadiens et anglo-saxons à l'environnement Togo ou Afrique. Bon, mais c'est des thèses qui ont souffert. Donc, il y a du travail. Pour faire court, il y a du travail. Nous nous en sortons plus ou moins d'une certaine manière en faisant un peu général, mais il y a des choses spécifiques à modéliser que nous n'avons pas encore modélisées et adaptées au contexte africain. Parfait, merci beaucoup. Je crois que si notre ami est là et que si la réponse du formateur est passée, il peut toutefois passer, nous faire signe si au cas échéant, elle peut renchérir sa question. Alors, Oui, tout monsieur, à fait. voilà, monsieur Merci. Nyanui Konou, J'ai compris ce que le formateur a dit. Merci, ça peut aller. parfait, Sido, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, monsieur Nyanui Konou aimerait bien savoir comment se faire connaître en tant qu'expert. Comment se faire connaître en tant qu'expert? Si je me réfère au contenu de ma communication, il n'y a pas besoin de se faire connaître en tant qu'expert parce que quand on est expert, il y a une reconnaissance, il y a une réputation, il y a une autorité qui, qui suit l'expert, qui accompagne l'expert. Donc l'expert n'a pas besoin de se faire connaître. L'expert est connu. C'est parce qu'il est connu qu'il est expert. Donc si on cherche à se faire connaître, on n'est pas encore expert. On ne s'auto-proclame pas expert, quoi, pour faire encore, pour dire autrement. C'est une reconnaissance de votre travail, de votre expertise, de vos compétences, de vos expériences dans un domaine donné. Voilà. Donc, on ne va pas chercher à se faire connaître. On peut se faire connaître comme consultant. Oui, on peut se faire connaître comme formateur, on peut se faire connaître, mais quand on acquiert l'expertise, c'est le travail qu'on a déjà engrangé qui vous fait connaître. Ce n'est pas vous qui allez chercher à vous faire connaître comme expert. Donc, voilà. D'accord. Je crois qu'il y a encore une ou deux questions qu'on va prendre et probablement terminer avec. Oui, et Monsieur, puis pour ajouter, excusez-moi, pour ajouter, quand aujourd'hui sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn, les experts ils étalent, bon, quand vous voyez le profil de quelqu'un, si c'est une expertise dont vous avez besoin, vous savez que vous avez trouvé un expert, quoi. Mais lui ne va pas vous dire qu'il est expert, mais il va dire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait dans un domaine donné. Et vous pouvez lui donner ce crédit-là d'expert si vous voulez un expert. C'est à vous de juger que celui-là, en fonction de ce que je vois, j'entends, j'écoute de lui, je cherche un expert, il répond à ça. Donc, c'est pour compléter. Donc, parfait, LinkedIn est là, quoi. parfait. Merci beaucoup, formateur. Alors, Monsieur Jalov aimerait bien savoir si un expert est forcément un spécialiste. Oui, un expert est forcément un spécialiste. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a deux mains. Merci beaucoup, formateur. On va prendre probablement la première personne. Et s'il est là, il peut toutefois intervenir. On va prendre les deux. Et il y a une question dans le chat box, on le prend et je crois qu'on va probablement finir avec ça. Merci. Merci, merci le modérateur et le formateur. J'aimerais savoir, au niveau de l'intervention du formateur, il parlait de la modélisation qui sort un code et souvent que les recruteurs au niveau de l'Europe et autres utilisent pour recruter des gens. J'aimerais demander les organisations internationales qui travaillent avec les pays francophones ou bien africains. Est-ce que ces organisations internationales demandent ces codes? Si oui, quelles sont les organisations, par exemple, que lui connaît et qui fait ça? Et si quelqu'un aujourd'hui veut connaître son code pour mieux se préparer à travailler avec les organisations internationales, comment est-ce qu'il peut nous aider? Merci. Bon,
Ok, merci pour la question. Alors, ma réponse ne va pas être exhaustive, mais je vais parler de mon expérience. Alors, au Togo, par exemple, et dans 2 pays de la sous-région, j'ai fait des recrutements pour l'Agence française de développement en tant que psychologue. C'est-à-dire, c'est une exigence de l'Agence française pour le développement d'avoir forcément un psychologue dans leur équipe de recrutement. Donc, j'ai été souvent coopté dans les recrutements de l'AFD. Maintenant, les agences, bon, l'AFD, par exemple, ne demande pas forcément un code, mais il y a d'autres organisations internationales qui vont demander, par exemple, qu'ils veulent un type de test pour le recrutement. Donc, on nous demande souvent, par exemple, les tests MBTI, qui sort aussi un code, qui sort un profil de personnalité. Il y a des agences qui demandent un MBTI, il y a des agences qui vont demander l'énéagramme, il y a des agences qui vont demander, par exemple, le test Belbin pour voir le degré de collaboration. Donc, ils vont préciser dans leur référentiel, dans leur terme de référence, ce qu'ils veulent que, l'outil qu'ils veulent que le psychologue utilise. Donc, voilà généralement un peu ce qui se fait. Parfait. Monsieur, c'est vos visions, c'est bon? Oui, mais je demandais aussi si quelqu'un aujourd'hui, par exemple, veut. Ah, ok, d'accord. Vu que c'est l'organisation qui choisit l'outil et choisit son profil, bon, la deuxième question ne vaut plus la question, la peine plutôt. Oui, Merci oui. beaucoup. C'est Ce n'est bon. pas toutes les organisations, mais il y a certaines organisations, surtout les organisations des Nations Unies, vont choisir leur outil. Ils vous imposent en tant que spécialiste l'outil qu'il faut utiliser, mais ce n'est pas tout. Mais certaines organisations demandent quand même la présence d'un psychologue pour avoir un profil psychologique de personnalité de la personne sur plusieurs dimensions. Voilà. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Nous allons prendre la dernière personne qui a levé la main. On lui laisse la parole pour intervenir également et on prend le dernier. Alors, il n'est pas avec nous, n'étant pas là, on va prendre la question directement du chat boss et avancer. Alors, il y a M. Jean Martial qui aimerait bien savoir si les institutions, si les institutions de groupe font office de pair pour la validation de votre, voilà, de la validation de l'expertise. Exemple, ordre d'avocat, maison des huissiers. S'il vous plaît, modérateur, reprenez-moi la question. D'accord. Il aimerait bien savoir si les institutions de groupe font office de pair pour la validation d'expertise. Exemple, ordre d'avocat, maison des huissiers. Alors, si ces organisations de professionnels font office de validation pour, Oui. j'avoue que je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut que je sois honnête. Je ne sais pas. Je sais que ce n'est pas l'expertise que les pairs évaluent. Les pairs n'évaluent pas l'expertise. Les ordres des avocats, les ordres des huissiers et les ordres des médecins n'évaluent pas l'expertise, mais gèrent plutôt la déontologie, la pratique éthique et déontologique de la profession. Je ne sais pas s'ils vont jusqu'à évaluer l'expertise de leurs membres. C'est à chercher. D'accord. Je crois on a fini avec les questions. Il y a M. Comlatien qui revient, à qui j'avais donné la parole. S'il est toujours là, on lui laisse pour poser la toute dernière question et pour finir avec cette séance. D'accord. Monsieur Comlatien, vous avez la parole.
Bon, Monsieur Komlache n'étant pas là, je crois que si Monsieur Adamas est là, il va essayer de gérer les... Ah, oui. Oui, Monsieur Komlache disait qu'il a un souci avec un souci de son. Vous pouvez laisser un message dans le chat box. Vous pouvez laisser un message dans le chat box. Au pire, on a Monsieur Sungalo qui relève encore la main. On le prend définitivement Oui. et on y va avec. Monsieur, soyez bref, s'il vous plaît. On va finir dans quelques minutes, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci, cher formateur. Merci pour ce brillant exposé. Non, c'était juste pour compléter, comme j'avais posé la question, pour dire qu'au Burkina, on a une agence de promotion d'expertise nationale. Donc, actuellement, au Burkina, pour être un expert, il y a une agence qui est là. Vous devez déposer des dossiers, ils ont des diplômes, les certificats de travail et puis, voilà, votre CV et tout ça là pour qu'on puisse évaluer pour voir si réellement vous êtes un expert dans le domaine. Donc, c'est pour dire que les autres pays aussi peuvent le faire parce qu'effectivement, actuellement, c'est en train de prendre de l'ampleur au Burkina parce que même les organisations internationales le réclament, voilà, pour qu'on puisse compléter pour dire qu'effectivement, au niveau des ordres, voilà, il n'y a pas de... C'est pas d'office des experts parce que là-bas, dès que vous avez le diplôme, vous pouvez intégrer et comme le formateur l'a dit, c'est surtout la déontologie, voilà, et l'éthique qu'il regarde. Sinon, il y a d'autres que j'ai vu qui viennent de soutenir les diplômes, mais qui intègrent l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des... Voilà. Donc, c'est pour dire que là-bas, ce n'est pas d'office une expertise. Merci. Merci beaucoup pour l'information, M. Sungalo. Parfait. Merci beaucoup. Finalement, nous avons la question de M. Komla Apeche. Il dit, aujourd'hui, on reproche aux étudiants d'avoir la connaissance, mais qui ne maîtrisent pas. Bon, la question vient. Il dit, j'aimerais savoir. Donc, juste quelques secondes pour avoir la question. Mais en attendant, si le docteur Adamas est là, je suis en train de finir avec la séance de questions-réponses. Je vais probablement vous prier peut-être de reprendre la main et, si possible, voilà, demander au formateur peut-être de préparer également son dernier mot et avancer si monsieur envoie la question. Monsieur Adamas, si vous êtes là. Bon, il a envoyé. Il aimerait bien savoir, bon, il veut avoir les conseils du formateur. Je ne sais pas si je comprends toujours. Bon, je crois que il dit on reproche aux étudiants d'avoir la connaissance, mais de ne pas avoir les compétences ou bien de ne pas en avoir la maîtrise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est les conseils en termes de compétences. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est pas seulement aux étudiants qu'on fait cette remarque, ce n'est pas une reproche, c'est une remarque, un constat général dans le système éducatif qu'il y a beaucoup plus d'accent mis sur les connaissances, sur les théories conceptuelles et très peu sur les pratiques. Bon, c'est tout un travail de plusieurs acteurs, c'est tout un travail de plusieurs acteurs pour que la compétence émerge et soit à l'ordre du jour, comme le cherchent les entreprises, les entrepreneurs, les sociétés et tout. Donc, c'est à tous les niveaux, le système éducatif, le patronat, les entreprises, c'est à tous les niveaux. Les universités doivent faire l'effort qu'ils doivent, l'État, le ministère de l'Éducation doit aussi travailler sur les curricula. Le patronat doit revisiter aussi ses besoins. C'est à tous les niveaux, je crois. C'est un gros débat national et dans l'éducation. Mais ce qu'on demande aux étudiants ou bien aux apprenants, c'est de ne pas se limiter simplement aux connaissances théoriques et de chercher d'aller au-delà. Il y a aujourd'hui des tutoriels pour faire des formations et de chercher des stages pratiques. On précise bien des stages pratiques parce qu'il y a aussi beaucoup de stages, c'est-à-dire des entreprises recrutent des stagiaires, mais pour ne pas leur donner à se coordonner avec des expériences pratiques. Donc, à tous les niveaux, il faut revoir comment est-ce qu'on réorganise l'employabilité ou bien l'accès
à l'employabilité pour que les compétences soient véritablement maîtrisées, pas seulement les connaissances. Donc, c'est à tout le monde, c'est à tout le monde. Nous avons tous notre pierre à poser dans cet environnement-là. Parfait, merci formateur. Je crois qu'il qu'il vient de finir sa question. Il demandait les outils pour avoir les compétences. Donc, c'était la fin de sa question. Mais il a compris quand même votre intervention. Il a mis OK, merci pour la réponse. Donc, Monsieur Adamas, si vous êtes là, je crois que ce sera l'occasion pour vous de prendre la main non, pour avancer. Merci. Docteur, vous êtes là? D'accord. Je crois qu'il a un souci technique. Alors, formateur, je crois qu'on est presque à la fin. Nous allons probablement vous demander votre mot de fin pour qu'on puisse... OK, merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier l'organisation pour cette thématique. Ce n'est pas bien souvent que ça vienne, ces genres de sollicitations par rapport aux organisations. Je crois que c'est une belle idée, une belle initiative. Et ce que je peux dire comme mot de fin, c'est par rapport à nous tous, acteurs du monde de l'éducation, du monde de la recherche, du monde des ressources humaines, de la formation, de nous former nous-mêmes, de pouvoir nous former nous-mêmes pour pouvoir former à la compétence ceux que nous rencontrons, ceux qui viennent chez nous, de nous pouvoir nous mettre nous-mêmes à jour pour pouvoir élever notre degré de formation à la compétence. Voilà, dans les domaines qui sont les domaines clés, qui sont les nôtres, chacun dans son domaine. Alors, voilà ce que je peux dire. Et de travailler en synergie pour pouvoir améliorer les référentiels ou bien pour commencer à travailler sur les référentiels de compétences liées à notre environnement professionnel ou bien à nos secteurs professionnels. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est mon dernier mot et bon chemin et bonne collaboration future à nous tous.